Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec aujourd'hui Philippe Bilger, Françoise Degois, Guillaume Rivalan et Jérémy Stubbs qui nous a rejoint, citoyen de sa gracieuse majesté, dont les nouvelles ne sont pas particulièrement bonnes depuis le château de Balmoral. Ça va être les fils rouges des vraies voix à partir de maintenant, ma chère Cécile de Ménibus. Absolument, et on va faire un point avec vous, Jérémy Stubbs, justement sur la situation aujourd'hui. La famille royale arrive au chevet de la reine. Est-ce que vous avez des infos particulières? Nous savons que le cercle rapproché de la famille est à son chevet. C'est déjà un signe très très fort. Nous savons aussi que la programmation de la chaîne principale de la BBC, BBC 1, a été interrompue et qu'il y a maintenant pour le moment un animateur qui est habillé pour le deuil. Donc tout cela indique que les nouvelles ne sont pas bonnes. En même temps, nous savons aussi que avant que la nouvelle soit divulguée publiquement, officiellement, il faut qu'elle passe par tout un processus, différentes personnes, y compris bien sûr le ou la première ministre, avant que l'annonce ne soit officielle. Donc on est peut-être dans cet entre-deux. Le pire est déjà arrivé, mais l'annonce n'est pas encore arrivée. Jérémy Stubbs, juste une question à 16h. La cérémonie de la relève de la garde a été annoncée comme elle n'aura pas lieu demain. C'est un signe forcément? Oui, il me semble, oui. Il y a des signes en ce moment. Oui. Voilà. Je suis frappé de voir tous les communiqués, la tonalité en fait des communiqués. Habituellement, il y a une capacité de la communication de Buckingham d'euphémiser les messages, la reine va mieux, etc. Là, on a quand même le sentiment, dans ce qu'on lit, ou bien est-ce que c'est une vue de notre esprit, mais je vous pose la question, Jérémy, on a le sentiment que tout est fait pour préparer à cette annonce et à ce fameux London Bridge is down, parce que c'est ça le processus, c'est ça, je voulais vous interroger. Exactement, c'est le message codé qui est envoyé au chef du gouvernement pour dire que le chef de l'État que la reine n'est plus vivant. Voilà. Ça s'appelle London Bridge is down. Exact, it's falling down. C'est le début d'une comptine, d'une très ancienne comptine. Donc, il est probable que ce message ait déjà été envoyé. C'est ce que vous pensez, vous? Et on attend les conséquences, oui. Tout à fait. Mais quel délai peut se dérouler, Jérémy, entre le processus et l'annonce officielle? C'est-à-dire qu'il faut bien sûr que le gouvernement en soit informé, ensuite probablement toutes les ambassades autour du monde, et finalement ça passera par la BBC. Et là ce sera public. Et puis, comme on vient de l'entendre, tout va se dérouler selon une procédure. Jérémy Stubbs, qui officiellement, le protocole, qui annonce officiellement aujourd'hui? Ça va être par la BBC, je dirais. Oui, parce que c'est encore le média d'État. Public. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de troublant depuis tout à l'heure pour les gens qui s'intéressent à la Grande-Bretagne. Moi, je pense que le vrai signal, c'est les présentateurs de la BBC en noir, avec le bandeau noir, le fond d'écran sur le principal compte Twitter de la BBC est en noir. Donc, il y a quand même ça. Si je recolle avec les communiqués depuis 2 ou 3 heures, il y a quand même une préparation, j'ai envie de dire, j'ai ressenti ça, de l'opinion publique à ce London Bridge is falling down, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Cette fameuse phrase que le présentateur de la BBC peut prononcer ce soir. Avant de faire un tour sur les réseaux sociaux, quelle image, Philippe Bilger, vous avez de la reine aujourd'hui, qui forcément a marqué le destin de tellement de gens? Je risquerais d'être trop long, donc je résume ma pensée en deux. D'abord, je l'aime. Ça paraît étrange de la part d'un homme qui cultive trop l'art de déplaire. Le deuxième élément, c'est que je l'admire. Je crois qu'il n'y a pas un être aujourd'hui sur Terre qui soit autant admiré de manière consensuelle, même si on discute la royauté. Voilà. Guillaume Rivalan.
Elle fait partie des totems intergénérationnels, c'est-à-dire que tout le monde la connaît, quel que soit l'âge, parce qu'elle est là depuis 1926 et elle a accédé au trône à 25 ans seulement. Elle a connu 16 premiers ministres, j'ai vu ça. Elle a connu des guerres à n'en plus finir, des événements mondiaux. J'ai regardé une chose, elle a quand même eu comme Premier ministre Churchill, et quand elle est arrivée au pouvoir, Staline dirigeait l'Union soviétique. On rappellera jamais assez, on aura l'occasion, Jérémy, je pense, dans les jours qui viennent, de le redire, la relation extraordinaire entre Churchill et Elisabeth II, comment cet homme est devenu son véritable mentor. Moi, j'aime voilà, Elisabeth II. Je pense que dans ce monde de déchaîné, de fracassement mondial, il n'y a pas beaucoup de phares encore. Elle est un phare. C'est un personnage pour lequel on a de l'affection, de l'admiration. Il y en a deux comme ça. Je pense qu'il y a le Dalai Lama et elle. Voilà ce qui reste. Dalai Lama, je le mettrais. Mais elle est au-dessus. C'est vraiment. D'autant plus qu'elle est souveraine aussi des États du Commonwealth. Moi, je suis à moitié canadien, ça n'intéresse personne. Mais en tout cas, je peux imaginer la portée au Canada, en Australie. C'est énorme, bien sûr, avec la gouverneure. Bien sûr. Et en cela, évidemment, sans doute aussi le temps de l'information qui joue sur les décalages horaires, etc., va être puissant parce que tout d'un coup, le monde entier, avec ces États qui sont disséminés sur la planète, vont se réveiller avec une terrible nouvelle. Jérémy, on se souviendra de ce jour, forcément. Il y a un état de sidération, j'imagine, dans le monde entier, mais au Royaume-Uni encore plus. Oui. Et je dois dire que ça fait chaud au cœur d'entendre des hommages de la part de Français qui habitent une république, vraiment, sincèrement. Et il est vrai que, comme on vient de l'entendre, comment dirais-je, elle est là depuis longtemps. Oui. Elle en a vu de toutes les couleurs. Et la question, c'est est-ce qu'elle représente une autre époque qui est déjà révolue, ou est-ce qu'elle incarne encore des idéaux que nous pouvons ambitionner d'atteindre nous-mêmes? Je serais pour la seconde option, mais la première reste sur la table en quelque sorte. Philippe Bilger ? Non, en effet, Jérémy anticipe la question que je voulais lui poser. Est-ce qu'au fond, dans cette immense émotion qui naît ou qui va s'amplifier, il n'y a pas le sentiment que, comme vous venez de le dire, elle est l'incarnation de ce qui va disparaître profondément, peut-être même la royauté qui est très contestée. Est-ce que ça n'est pas cela, Jérémy ? Justement, Philippe, on a une sorte de tournant. Soit ça va être l'étincelle qui nous réinspire en quelque sorte, soit c'est vraiment le sursaut de la fin. En même temps, elle a un successeur qui attend depuis longtemps, et ce sera à lui et à la prestation qu'il sera capable de fournir, c'est ça qui va décider. Mais autant d'un côté, il est difficile de suivre une personne comme la reine, mais autant il est nécessaire de prendre le flambeau. Et je pense que le prince Charles, parce que c'est lui qui sera sans doute le roi, il a aussi un sens très profond du devoir. Et c'est un homme qui est ancré dans la... Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce que je préparais la COP21. Bien sûr, il est sur la question environnementale. Il est tout à fait exceptionnel. D'abord, c'est un homme délicieux qui parle un français. Donc, pour les Français, ça nous... Non, mais la famille royale parle quand même bien le français. Et je veux dire par là que il est à la fois le gardien d'une forme de droiture, en tout cas ce qu'incarne Elisabeth II. C'est-à-dire, vraiment, c'est never explain, never complain. Et c'est magnifique, ce tempérament. Donc, cette droiture là, moi je l'ai toujours dit, c'est pas parce qu'elle est très mal. Pourtant, je suis une gauchiste effrénée, mais j'adore Elisabeth II. Non, mais vraiment. Et je pense que Charles est vraiment un homme de son temps, contrairement à ce que moi j'avais des a priori quand j'ai fait une réunion avec lui. En réalité, il est incroyablement pointu sur les questions du changement climatique, sur la perception de la royauté en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement être à la hauteur de ce que les sujets britanniques leur donne aussi. Moi, je suis assez... j'ai vraiment changé de point de vue sur Charles. Je pensais que j'avais droit à un enfant égoïste, un peu bené, un peu idiot. Pas du tout. Ah non, en tout cas, ça fait réagir sur les réseaux sociaux. On va en parler bien sûr avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les internautes parlent évidemment énormément d'Elisabeth II, Félix. Oui, l'état de santé de la reine au cœur de toutes les préoccupations depuis cet après-midi, en attendant cette possible terrible nouvelle, avec notamment par exemple une séquence de la BBC repartagée dans l'après-midi lorsque le speaker de la Chambre a interrompu les travaux à Westminster. I know I speak on behalf of the entire House when I say that we send our best wishes. Je sais que je parle, dit-il, au nom de toute cette assemblée quand j'envoie nos meilleurs vœux à la reine. Elle ainsi que la famille royale sont dans nos pensées et dans nos prières. Merci, dit-il. Les médecins qui sont préoccupés par son état de santé, c'est ce qu'a indiqué Buckingham Palace. Un ton inhabituellement grave pour une institution qui d'habitude ne communique que dans la retenue, relèvent les spécialistes de la monarchie. Les 4 enfants d'Elisabeth II ainsi que ses petits-enfants ont afflué à son chevet dans l'après-midi au palais de Balmoral. Alors on a pu voir le jet du prince Harry atterrir tout à l'heure. Les tweets de pensée pour la reine en tout cas affluent du Premier ministre canadien Justin Trudeau ou de l'ancien Premier ministre travailliste britannique Tony Blair. Et puis les réseaux, c'est l'ironie qui est aussi de mise, quelles que soient les circonstances. Oui, beaucoup osent déjà des blagues de plus ou moins bon goût depuis cet après-midi sur le thème du prince Charles qui n'aura pas dû être très pressé de régner, ou de Stéphane Bern en mode alerte rouge prêt à en découdre avec ceux qui blaguent justement sur le sujet, en reprenant cette image récente du spécialiste de la monarchie de Stéphane Bern quand il avait posé avec un pistolet pour faire la promotion d'un téléfilm. Les réseaux sociaux, par ailleurs, il se passe des choses étranges. On a pu voir le journaliste de LCI, Darius Rochebin, tweeter cette annonce, je cite: la reine Elisabeth est morte à l'âge de 96 ans selon le palais, avec même une source AFP qui était précisée entre parenthèses, sauf que il a supprimé son tweet immédiatement puisque l'agence de presse n'avait pas publié un tel flash, comme on dit. Vous savez, c'est quelques lignes d'agence qui annoncent les nouvelles très importantes dans les rédactions. Le journaliste de LCI aurait été piégé par un faux compte Twitter AFP reprenant le vrai logo de l'agence France Presse. En tout cas, certains en profitent aussi sur les réseaux sociaux pour tourner des hommages en forme de pied de nez aussi à la nouvelle première ministre britannique. Jérôme Godefroy écrit: la reine Elisabeth II aura connu 15 premiers ministres successifs du Royaume-Uni, de Winston Churchill à Liz Truss. Disons que la pente n'était pas ascendante, dit-il. Voilà, des réseaux sociaux, vous l'entendez, très grinçants comme d'habitude, même dans des circonstances assez graves pourtant. Alors que dans une émotion beaucoup plus premier degré, on va dire, les Anglais affluent cette fois dans le monde réel, devant Buckingham Palace à Londres. Merci beaucoup Félix Mathieu. Qu'est-ce qu'il faudra en garder finalement, Philippe Bilger? Un exemple unique. Évidemment, pardon de renvoyer tout à la politique nationale ou à d'autres États, c'est ce à quoi j'aspire en tant que citoyen modeste depuis des années, qu'on puisse véritablement admirer qui nous gouverne, qui nous dirige. Je connais bien le régime britannique, ça n'a rien à voir avec le nôtre, mais c'est une grande chance pour un peuple d'admirer qui est là à sa tête. Françoise de Gois veut réagir sur les tweets a priori. Ouais, je trouve ça, ça m'étonne à peine de Jérôme Godefroy, mais je trouve ça... Oui, juger Liz Truss qui est là depuis 2 jours. Honnêtement, pourtant c'est pas ma cam politiquement, mais enfin, il y a autre chose à faire que... Écoutez, si quelqu'un... J'aimerais bien qu'il y ait une forme de miracle et puis que la reine nous dise « Hello everybody, everything is okay », tu vois. J'aimerais, je suis pas du tout sûr que ça va arriver, mais j'aimerais, mais à ce moment-là précis de l'histoire, cette femme, elle est exceptionnelle parce qu'elle a traversé un siècle, un siècle tourmenté, un siècle de tourments. On en fait quelqu'un qui parle pas dans la sobriété, avec dignité. C'est quelqu'un, c'est la première à avoir commencé à combattre véritablement l'apartheid, par exemple. C'est quand même assez exceptionnel. On oublie ce rôle politique toujours dans le silence et la retenue. Elle s'est engagée pour la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, elle était mécanicienne et tout ça, mais ça c'est sûr. Non, mais je dis qu'elle avait un rôle politique. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que puisqu'on est à ce moment-là, il y a une forme de transmission à faire. Il y a peut-être des choses à dire sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle représente, sur ce socle en fait commun qui fait peut-être tenir le Royaume-Uni ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, elle tient un peu le Royaume-Uni. En tout cas, voilà. On en parlera. Justement, on en parlera dans quelques instants de la politique, la neutralité. La reine d'Angleterre, même si on dit qu'elle était très influente, on parle de neutralité, on en parlera dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez aussi témoigner en tout cas vos sentiments et vos ressentiments vis-à-vis de la haine, de la reine, pardon, excusez-moi. 0826 300 comme quoi c'est beaucoup d'émotions dans ce studio. On en parle jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue. Ce sont les
Les Vraies Voix avec Philippe David et tous nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue. La France, 19h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre avec nos éditorialistes du jour. Bienvenue dans les VV. Bienvenue dans les VV avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Guillaume Rivalan. Il nous a rejoint Jeremy Stubbs, citoyen britannique, puisque c'est le fil rouge des VV. L'état de santé de la reine Elisabeth II se serait aggravé. La BBC est déjà passée en mode deuil, donc on peut légitimement se poser la question d'un éventuel décès de la reine d'Angleterre. Jeremy Stubbs, avait-elle une maladie, une pathologie connue? Bon, on savait qu'elle avait différents problèmes et ces derniers temps, on a surtout parlé de problèmes de mobilité. Alors, si elle est décédée, ce ne sera pas d'un problème de mobilité. Donc, il doit y avoir autre chose dont on ne nous a pas parlé. A priori, certains journalistes qui sont sur place expliquent, je lisais ça sur les dépêches qui tombaient, que comme toutes les personnes âgées, c'est une vieille dame, la reine, elle a 96 ans, elle a des problèmes énormes d'hydratation en réalité, et qu'elle aurait été placée sous plusieurs perfusions pour l'hydrater. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'on n'en parle pas encore tout à fait à l'imparfait. On va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la neutralité politique de la reine. Et pourtant, elle a une influence sur le monde qui est quand même assez exemplaire, Jeremy Stubbs. Oui, tout à fait. Elle a ce qu'un spécialiste constitutionnaliste du 19e siècle appelait, c'est la partie symbolique de l'État. Oui. Pas la partie qui travaille, mais qui rayonne en quelque sorte. C'est ça son job, c'est rayonner. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Elle a réussi à le faire. Et elle a donné une leçon de tenue aux politiques d'abord. Oui. Au monde entier même parfois. Voilà, sans doute au monde entier, mais d'abord aux politiques de son propre pays. C'est comme ça qu'on se comporte. On ne se fait pas photographier avec des rappeurs, etc. Vous ciblez des personnes en particulier, là? Non, c'était un exemple très au hasard. Je rejoins absolument Jérémy, parce qu'on abuse tellement du terme de valeur dans notre démocratie française. J'aime bien votre question, Cécile. Elle appelle une distinction forte entre le partisan, le conjoncturel, qui relève du Premier ministre en Angleterre, et la reine, on peut dire qu'elle a été l'incarnation tout au long de sa vie, avec des registres différents de valeurs et de principes. En même temps, avec un humour fou. Moi, j'oublierai jamais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres avec James Bond. Comment est-ce qu'elle se plie, et comment elle est drôle, elle est extraordinaire avec Daniel Craig. Et c'est un monument, ce truc. Ça dure 6 minutes. Elle se plie à cette story parce que James Bond, évidemment, ça incarne la Grande-Bretagne et que c'est l'ouverture des JO. Et puis la dernière en date qui m'a ému, c'est avec l'ours Paddington, quand elle prend le thé avec l'ours Paddington à Buckingham et qu'elle sort de son sac son sandwich. Un humour absolument exceptionnel. Je voulais juste dire, parce qu'on est dans l'info, il y a une grande info quand même, parce qu'on va assister aussi à quelque chose qui va pas forcément nous plaire. Il y a toute la famille royale qui est au chevet de la reine, mais on vient d'apprendre que Meghan, qui est la duchesse de Sussex, Meghan ne sera pas au chevet de la reine, n'ira pas au chevet de la reine. Avec la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est sa décision ou bien une décision de la famille royale? Guillaume Rivalan, justement, sur est-ce que c'est, cette question, c'est pas la reine aussi de la diplomatie? C'est la reine bien sûr de la diplomatie, mais c'est aussi la reine qui est un exemple pour toutes les petites filles, finalement, toutes les femmes, et elle a montré la voie aussi. À l'époque où on se pose beaucoup de questions sur la gender balance, les modèles, l'inclusion, etc., c'est quelqu'un qui a tracé sa voie depuis maintenant 1926, donc ça fait quand même 96 ans. Il faut rappeler aussi qu'elle est sur le podium numéro 2, si elle nous quittait malheureusement aujourd'hui, elle est la souveraine qui aura régné le plus longtemps juste après Louis XIV. Vous voyez un petit peu quand même le monument que c'est. Donc à cette époque déjà qu'une femme à 25 ans prenne le pouvoir, même symbolique, en Angleterre, plus le Commonwealth, c'est sensationnel, et le tienne avec une droiture, une exemplarité massive et reconnue
par tous, parce que même Françoise aujourd'hui, elle est royaliste au sens figuré comme depuis au sens très propre. longtemps. Depuis très longtemps. Royaliste de la reine d'Angleterre, on est d'accord. Hein. N'essayez pas de me refourguer vos capétiens. Hein. Soyez sympa. Hein. C'est pas le même. Guillaume, allez-y. Mais tout ça pour dire que oui, diplomate, mais aussi un modèle. Pour vraiment ces générations de tous âges. Jérémy Stubbs, dans un moment où les Anglais et les Français sont pas très en phase, est-ce que cette cohésion internationale peut-être jouer à un moment donné sur ces relations qui sont troubles? Je pense. C'est curieux parce que c'est vraiment un moment de crise pour le Royaume-Uni, de crise très grave. Mais aussi de crise en Europe. On a besoin que nos chefs d'État et nos chefs de gouvernement se parlent sur un ton non seulement amical, mais raisonnable. Peut-être que cet événement, s'il se produit, rappellera nos gouvernants à la raison. Voilà. Et à la juste mesure. Mais comme le disait Guillaume Rivalan, c'est la deuxième monarque qui est régné le plus longtemps après Louis XIV, qui a eu un règne très très long. Elle a dépassé la reine Victoria, qui avait le record avant elle. La reine Victoria, c'est un monument de l'histoire du Royaume-Uni, quand le Royaume-Uni devient la première puissance du monde à la chute de Napoléon. Comment vous compareriez les deux? Eh bien, c'est une question intéressante parce que et très futée. Pour parce une que fois, merci Philippe. Victoria est un peu le modèle de la reine actuelle. Bien sûr, c'est ça. Hein, avec certaines différences, mais Victoria, elle incarne. Et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Elle incarne les valeurs de la famille, parce que la royauté se préoccupe d'une chose, c'est la reproduction de l'espèce, si je puis dire, c'est-à-dire avoir des descendants. On sait jusqu'où est allé Henri VIII pour avoir un successeur. Voilà, on sait jusqu'où il est allé, et puis voilà, donc on le laisse où il est. Oui. Mais sous Victoria, on ajoute une dimension supplémentaire, c'est-à-dire non seulement on est à la recherche d'héritiers, mais on incarne des valeurs familiales, une stabilité familiale. Le roi et la reine doivent incarner ça. La reine Elisabeth, elle l'a fait à merveille, même contre vents et marées, parce que ses enfants ne lui ont pas toujours rendu la vie facile. Mais elle a tenu bon. Non, mais moi, je suis toujours frappé, parce que vous parlez de Victoria, mais pour moi, probablement la plus grande reine, c'est Elisabeth, la première, Elisabeth I, évidemment. Non, mais je suis frappé. Non, c'est pas ça, parce qu'elle est exceptionnelle, et le théâtre élisabétain, c'est l'ouverture de tout au monde, c'est exceptionnel. Et je veux dire par là que je suis toujours assez fasciné, parce que vous m'agacez les Britanniques, parce que je suis une Française, mais en même temps je vous admire parce que je suis fasciné de cette capacité qu'ont les Britanniques, que vous avez à remettre votre main dans la vie de reine, vous comprenez, pas de roi. Il y a des rois, bien sûr, mais la capacité qu'une femme a à servir de modèle, c'est assez exceptionnel et assez rare sur cette planète. Une femme qui sert de modèle à une nation. On en parlera, bien sûr, on continue, bien sûr. On est en édition spéciale. Jusqu'à 19h, vos témoignages 0826 300 300. Dites-nous quel regard vous portez sur la reine, quel regard vous portez sur la monarchie. Vos appels, on serait ravis de vous entendre avec nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue dans les VV. Et c'est sur Sud Radio. Retour des vraies voix en édition spéciale, une émission qu'on co-anime avec Cécile de Ménibus et nos vraies voix du jour, avec beaucoup d'émotions et beaucoup de monde dans le studio. Philippe Bilger, comme tous les soirs, Françoise Degois, Guillaume Rivalan, qui étaient les vraies voix du jour, Jérémy Stubbs, le plus français des Britanniques ou le plus britannique des Français, je ne sais pas, de la rédaction de Causeur nous a rejoint, et Michel Fremder, Richard Fremder, excusez-moi, vient de nous rejoindre, historien. Richard Fremder, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Avec plaisir. On va revenir sur le caractère de la reine, parce que finalement, c'est ce qu'on se disait avec Jérémy Stubbs, finalement, on se dit que 70 ans d'abnégation peut-être de sa personnalité, mais est-ce qu'on sait qui elle est vraiment? Je crois que le mot abnégation, c'est exactement ça. Hein. Never explain, never complain, disait son arrière-arrière-grand-mère, mais c'est exactement ça. Ne pas expliquer, ne pas se plaindre. Elle s'efface, je ne sais pas si vous l'avez dit avant, mais elle s'est effacée
passée derrière le pays, elle représente le pays, elle est le pays, comme Louis XIV avait pu le faire en son temps, et d'ailleurs c'est lui qui va donc détenir le record a priori, 72 ans de règne. C'est ça, Elisabeth, on ne sait pas, et elle a tout fait pour qu'on ne sache pas, je crois. Vous avez raison. Est-ce que je peux vous demander, on abuse lorsqu'on est président de la difficulté de l'être. Pour la reine, c'était un devoir, une charge, un honneur. Est-ce que ça a été parfois un plaisir ? Je ne sais même pas si le mot plaisir, je vais encore me référer à Louis XIV, mais je ne sais même pas si le mot plaisir peut entrer dans... C'est un métier. C'est le métier de roi, disait Louis XIV. Le métier de reine, c'est tout ça à la fois. Évidemment, c'est un plaisir de représenter. C'est plus qu'un métier, c'est une incarnation totale. En fait. C'est une incarnation, mais c'est quand même un métier, parce qu'il n'y a pas, comme elle dit, il n'y a pas à avoir de sentiments. On ne fait pas de sentiments. D'ailleurs, on l'a vu, elle a le temps qu'elle a mis parfois à répondre à des accidents, à des catastrophes, à la mort de Lady Di, etc. Elle en a vécu des choses quand même. Absolument. Jérémy Stubbs ? Oui, je suis absolument d'accord. Et dans ce métier, il y a une charge émotionnelle extraordinaire qu'il faut soutenir en quelque sorte. Elle a quand même des plaisirs, mais ce sont des plaisirs de reine ou de roi. Elle aime la chasse, elle aime les chevaux, elle aime les chiens. Ce n'est pas une très grande lectrice, à mon avis, de romans modernes intellectuels. Elle n'a peut-être pas le temps. Elle n'a pas le aime goût, le monde extérieur, elle aime le monde de la campagne, le monde rural. Et donc, quand elle n'est pas tout à fait tirée à quatre épingles, elle est habillée pour la boue, pour la pluie, pour la chasse aux perdrix, et pour l'équitation. L'équitation qu'elle adore. Sa passion, c'est sa passion. Absolument. Je rappelle que la France lui a offert un très beau cheval de la garde républicaine. Mais je dois dire quand même que le portrait qui se dessine d'Elisabeth depuis 50 ans ou 70 ans, on commence quand même à cerner ce personnage. Je pense qu'un jour les gens parleront. Bien sûr qu'il y a de la négation, vous avez raison. La différence entre Louis XIV et elle, c'est que Louis XIV était un roi absolu et qui prenait toutes les décisions. Ce n'est pas évidemment pas le cas de la reine de la Grande-Bretagne. Mais je dois quand même dire que on va comprendre quelle influence elle a pu avoir dans ses réunions hebdomadaires avec ses premiers ministres. Je pense l'influence avec l'ombre portée du grand Churchill qu'il a complètement, comment dirais-je, déniaisé, parce qu'on peut dire ça. On peut dire que il l'a ouvert sur les problèmes du monde. Mais je pense que on saura quand même par petites touches comment Elisabeth II finalement n'a pas manœuvré, parce que le mot est trop fort, mais a probablement eu des discussions parfois serrées. On sait qu'elles ont été rudes avec Margaret Thatcher par exemple, ou en tout cas elles ont été difficiles, et comment elle a mis sa petite touche. Moi j'ai été très frappé de la dernière, pas facétie, mais du message envoyé par Elisabeth, qui bien sûr ne pouvait pas prendre fait et cause pour l'Ukraine, mais qui, lorsqu'elle a reçu Justin Trudeau, a pris soin de se faire photographier à côté d'un bouquet de fleurs bleu et jaune qui était très précisément aux couleurs du drapeau ukrainien. Est-ce qu'on a fait la surinterprétation ? Je ne le crois pas. Guillaume Rivalan, justement, avec Richard Fremder, historien, Jérémy Stubbs, britannique, ça a peut-être causé le lire de Françoise de Gois, mais quand on voit la Buckingham Palace, la place de Buckingham Palace se remplit, cette passion pour la famille royale, est-ce que ça manque pas quelque part un petit peu à la France ? Ça fascine les Français. Et en fait, on est non mais j'avais prévu que c'était une question. On est dans une injonction. On est dans une injonction contradictoire totale en France. C'est-à-dire qu'on a tué le roi, mais on l'admire chez les autres, et en même temps, on est dans une forme quand même ici de monarchie parlementaire, sans le dire, parce qu'on retourne aux urnes tous les 5 ans. Mais on a besoin d'admirer, de détester quand même quelqu'un, et c'est pour ça qu'il y a des rowling. Bon, c'est notre côté schizophréne. En voilà, c'est le côté en même temps. Il ne faut pas oublier que le mot révolution, on fait un tour commun. Fait une analyse très juste là-dessus. Oui. Moi, je crois que Richard Fremder avait commencé à répondre. Vas-y, Richard. C'est une soirée spéciale, c'est vrai. Vas-y, Richard. Je disais juste, le mot révolution, ça veut dire un tour complet. On revient au départ. On a tué le roi, mais on en a ramené d'autres. On est allé chercher des empereurs. Donc, quelque part, on adore ça. Et c'est peut-être ce qui manque parfois. Oui. Une représentation. La grosse différence, et on en parlait avec Jérémy hors antenne, c'est que la reine incarne jusqu'au bout. C'est-à-dire que sur les billets, sur
les passeports, sur les timbres. Là, il va falloir tout changer. En France, on n'en est quand même pas là. Parce que je pense qu'on susciterait l'ire de toute la gauche, bien évidemment, mais au-delà du peuple, sans doute, à juste raison. Mais si vous voulez, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant qu'on n'arrive pas aujourd'hui à percevoir quand même dans notre pays. Bon, je voudrais quand même remettre un peu faire redescendre un petit peu tout le monde sur cette question. La reine, bien sûr, elle est dans une incarnation très forte. Ce qui ressemble le plus à l'incarnation de la reine, c'est un pays que je connais bien, c'est l'empereur du Japon. Il a cette puissance-là, en tout cas, sur le peuple japonais. Mais c'est un personnage divin, carrément, l'empereur au Japon. Non, il a renoncé à sa divinité. Non, mais pendant longtemps. Je termine, il a renoncé à sa divinité. Hirohito a accepté de renoncer à son caractère divin à 45 après la défaite, bien sûr, du Japon. Mais je veux dire par là qu'elle incarne, mais sans aucun pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que le peuple lui laisse incarner. Et là où je rejoins Guillaume, c'est encore pire que ça. Nous pleurons nos monarques républicains. Les présidents de la République sont de véritables monarques. Regardez la ferveur quand Mitterrand a été élu, ou quand Sarkozy a été élu, ou Hollande. On est dans une ferveur, quand François Mitterrand est mort, quand le général de Gaulle est mort, on est dans une ferveur qui est digne de Chirac, qui est digne de ce qu'on voit à Balmoral. Donc on accepte, le peuple britannique accepte cette ombre portée tutélaire de la reine, justement parce qu'elle n'a plus de décision dans les affaires publiques. Je pense. Philippe, 30 secondes. Je ne comparerai pas la ferveur républicaine avec celle qui va naître à la mort de la reine. Ça n'a rien à voir. En tout cas, Macron avait très justement dit que la France, ayant décapité un roi, aspirait à un nouveau roi. Mais c'est de la démagogie pure, ça, de Macron. Non, mais c'est très juste. Je trouve que c'est très juste et je n'ai jamais abusé des approbations d'Emmanuel Macron. Mais là, je crois que ça n'est pas le même type de ferveur. Mais on en parlera dans quelques instants. Justement, si le pire devait arriver avec le charisme de la reine, qu'en serait-il de la suite? Est-ce que ça va être compliqué de devenir roi, en tout cas, face à la reine? Philippe Bilger, on en parlera dans un instant. Un petit mot peut-être. Mais sûrement, ça va être difficile, comme de succéder à toute personnalité qu'on qualifie d'emblée d'irremplaçable. J'espère que l'adage est vrai, qu'il n'y en a pas. Mais je crains qu'elle le soit longtemps. En tout cas, on parlera de Charles, bien sûr, dans quelques instants. Restez avec nous. Vous voulez en parler? 0826 300 300. Vous attend jusqu'à 19h. À tout de suite. Oh là là. Bienvenue dans les VV. Jusqu'à 19h, vous reconnaissez sans doute cette bande originale, The Crown, cette série qui cartonne. C'est un succès mondial. On en parle, bien sûr, forcément, puisqu'on est dans un moment où l'émotion dans le monde entier, où tout le monde est en sidération devant les images. On espère encore. Malheureusement, on ne connaît pas, pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas, en tout cas, la nouvelle n'est pas tombée. Pour en parler avec nous, Philippe Bilger est avec nous, Richard Fremder, et puis Françoise Degois et Guillaume Rivalan. Justement, une question se pose. Elle a traversé un siècle, elle a vu les plus grands, et quelque part, on se dit que c'est peut-être elle qui laissera la plus grande trace dans l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Richard Fremder? Évidemment, c'est une icône planétaire. Dire qu'elle vous disiez. Je le rappelais, elle a croisé Staline, Churchill, Kennedy, De Gaulle, quand même. Entre autres. Et d'autres. Donc des très grands. Elle a eu des super premiers ministres, etc. Oui, forcément. Vous disiez qu'elle n'avait pas beaucoup de pouvoir. Elle en a quand même pas mal. Elle règne sur plus de 50 pays. Bien sûr. C'est une icône planétaire, contrairement à l'empereur du Japon. En fait, la différence, elle peut être là. Mais oui, elle va laisser évidemment une trace. Beaucoup d'entre eux, je pense que tout le monde n'a connu qu'elle. D'ailleurs, on dit reine d'Angleterre. On ne devrait pas dire reine d'Angleterre, on devrait dire reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. En réalité, il n'y a que les Français qui disent reine d'Angleterre. Mais c'est un personnage fabuleux, fantastique, parce que justement, on ne sait pas grand-chose. Et elle n'a jamais voulu qu'on sache, tout en étant quand même très proche du peuple, quand il le faut dans les très grands moments. On imagine quand même que juste après la fin de la guerre, elle était dans la rue avec sa sœur pour savoir ce qui se passait. Il faut imaginer ça, avec la peur que quelqu'un la reconnaisse. Philippe Bilger, justement, si le pire arrivait, forcément, derrière, il faudrait que Charles devienne roi pour l'instant. Est-ce que l'incarnation de la reine est tellement forte? Est-ce que de perdre sa maman, déjà, c'est la première chose, mais d'autre part, de prendre la suite de cette icône mondiale?
de toute manière, il va être très difficile pour qui que ce soit de succéder à une personnalité qui a duré tant de temps et avec tant de talent et de dignité. Mais pour dire le vrai, longtemps j'ai trouvé que Charles n'était probablement pas à la hauteur virtuelle de ce qui allait advenir. En particulier, je n'étais pas fanatique de ses appétences écologiques, de toute cette incongruité qu'il semblait distiller. Et il faut reconnaître que depuis quelques années, il s'est d'une certaine manière normalisé et que après tout, il peut apparaître comme quelqu'un de naturel, comme successeur. Je voudrais juste terminer là-dessus. Jérémy Stubbs, en partant, m'a indiqué qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Je lui parlais de Camilla, et il a dit, en effet, lorsque la reine, en quelque sorte, a validé, a légitimé Camilla, en lui donnant le rôle qui était le sien, d'une certaine manière, elle avait prévu sa fin déjà. Elle a voulu créer une normalisation dans le couple qui allait succéder lorsqu'elle aurait le malheur de disparaître. Guillaume Rivalan, c'est vrai que, comme le disait Cécile à très juste titre, prendre la succession d'Élisabeth II, qui sera restée au pouvoir pendant quand même 70 ans. C'est gigantesque, 70 ans. Est-ce que ça va pas être doublement compliqué pour le prince Charles, évidemment, au cas où il perdrait sa mère, mais deuxièmement parce que une partie des Britanniques lui en ont beaucoup voulu de son infidélité à Diana à l'époque. Est-ce que ça risque des années après de peser encore dans la balance? Je sais pas. En tout cas, et ça, pardonnez-moi de ce terme, ce sera, s'il l'est, bien évidemment, mais un roi de transition. C'est-à-dire que c'est un homme qui a plus de 70 ans aujourd'hui. Je crois qu'il bat même le record d'héritier, pour le coup, dans le monde. C'est quelqu'un qui va arriver aux affaires en étant donc âgé, il faut le dire, ou en tout cas en portant son âge, avec une image potentiellement dégradée, en tout cas partiellement, donc c'est quand même pas rien, dans un contexte d'un monde compliqué où la monarchie peut être aussi remise en question partiellement. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir l'après Elisabeth II pour voir s'il y a un débat interne qui se crée au Royaume-Uni et plus largement au Commonwealth pour voir s'il y a toujours cette même légitimité, cette même tradition qui se perdure et s'il arrive lui à faire perdurer finalement ce règne-là. Et donc finalement Charles, il a ce rôle de tenancier de la tradition et de la transition. Vous voyez, c'est son en même temps à lui, parce que s'il échoue là, ce sera et avec probablement une impatience pour faire advenir le couple derrière. Absolument. Françoise de Gois. Moi, ça sonne au portillon. Encore une fois, je le dis, pour l'avoir rencontré, j'avais une idée très négative de Charles, probablement influencé parce que Lady Di, et puis parce que je n'avais jamais entendu prononcer des choses particulièrement intelligentes. En réalité, moi, ce que je crois de Charles, pour avoir... en même temps, on lui a pas laissé beaucoup la parole non plus. Il l'a prise, et puis il était en rupture avec sa famille, et pour l'avoir, il a fait plein de réunions de préparation pour la COP21, et j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui comprend bien son époque, qui comprend bien le temps, le monde dans lequel nous vivons, et qui, à mon avis, est tout à fait capable d'incarner cette ancestralité, en tout cas cette capacité à être dans les racines et les valeurs défendues par sa mère, même si dans sa vie privée, il ne les a peut-être pas défendues tant que cela, mais en tout cas, et de se projeter vers l'avenir pour amener, moi je ne sais pas si ça va être si ce serait un roi de transition. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un dont on ne connaît pas la grande capacité finalement à s'adapter à une fonction aussi prestigieuse. Juste un mot quand même sur ce que vous avez dit, Cécile, c'est formidable. Je n'ai pas le souvenir d'une icône planétaire et d'une personnalité aussi puissante sur laquelle on tourne des séries de son vivant. Oui, The Crown, c'est exceptionnel. Incroyable. Mais bien avant The Crown, il y a eu The Queen. Oui. Et si vous voulez voir avec Hélène Mirren qui interprète Elisabeth, si vous voulez voir quelque chose d'exceptionnel sur la psyché supposée en tout cas d'Elisabeth II, eh bien regardez The Queen, c'est exceptionnel. C'est un épisode particulier qui a failli briser la vie. Ouais. C'est-à-dire que la mort de Diana et la réaction tardive de la famille royale a failli briser également l'image. Elle commençait d'ailleurs à briser l'image. Richard Fremder, est-ce que finalement, par rapport à ce que disait Françoise, est-ce que les Anglais pourraient enjamber
enjamber finalement le roi et imaginer tout de suite William, c'est-à-dire que cette transition de juste d'enjamber en fait. Et l'épouse. L'épouse, surtout. Les paris sont ouverts et les Anglais adorent les paris. On a un élément de réponse, on parlait de The Crown justement, un élément de réponse dans la série. Vous voyez comment est dépeint Charles dans la série. Il prend très cher, si je puis me permettre cette expression triviale, il prend très très cher. Ça va très loin, il est quasiment responsable de tout ce qui va arriver à Lady Di dans la saison qui va suivre. Je suis pas certain. Et surtout avec la date anniversaire de Lady Di, où beaucoup de choses ont été dites. Les Anglais le portent énormément dans leur cœur. Effectivement, il a un peu plus de 70 ans. 74 ans, il aura 74 ans le 14 novembre. Ouais, donc c'est ce qui est pas vieux non plus. Hein. On est. Sa mère, elle a 96 ans et sa grand-mère 102 ans quand même. Donc ça peut tenir longtemps. Moi, pendant longtemps, on a cru qu'il allait abdiquer en faveur de son fils. Je n'y crois pas une seule seconde. Je n'imagine pas quelqu'un qui attend depuis au moins 50 ans qui laisse sa place. Je n'y crois pas une seconde. Je crois qu'il est il a été trop réformateur dans ses idées. Ça, c'est vrai que la couronne d'Angleterre n'aime pas, parce qu'encore une fois, ils incarnent la tradition, ils incarnent le pays. Ils ne doivent pas être trop innovants. Ça pourrait ne pas plaire. Guillaume, il est en train de changer. Guillaume Rivalan. Oui, sur cette question-là. Je ne sais pas si c'est à nous d'abord de débattre de sa légitimité ou pas et du fait qu'on puisse enjamber Charles ou pas, mais à nouveau, je pense que, et on le voit bien dans les images, on parlait de l'uniforme tout à l'heure, ont été encore mis en avant William, Kate, les petits, en uniforme précisément pour aller à l'école. On voit la présentation de cette famille modèle qui un jour accédera pleinement, elle, au trône. Et entre-temps, sans doute Charles qui passera le témoin, il a attendu très longtemps, il a ce record-là, sans doute qu'il fera le boulot aussi, parce que je crois bien Françoise là-dessus, ça doit être un homme totalement éduqué, équilibré, brillant. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En tout état de cause. Après, on verra si, sur le modèle papal d'ailleurs, est-ce qu'il abdique avant pour laisser la place à son fils pour les Anglicans. Les vraies voix. On verra. On va continuer le débat. Les vraies voix à 18h27. Édition spéciale. Les principaux membres de la famille royale sont au chevet de la reine Elisabeth au château de Balmoral. On suit ça en compagnie de nos vraies voix du jour. Vous êtes émus par ce qui se passe, parce que l'émotion, on peut le dire, est planétaire. Et pas seulement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours appeler pour témoigner au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Quelle magnifique chant, Rule Britannia. La bienvenue si vous venez nous rejoindre, bienvenue dans les VV ensemble jusqu'à 19h et c'est par un bref communiqué de Buckingham Palace que les Anglais ont appris la nouvelle. Le monde entier s'attend au pire. La reine, aujourd'hui beaucoup d'émotions un petit peu partout. Pour en parler avec nous, Philippe Bilger, avec nous aussi Richard Fremder et aussi Philippe David, et puis Françoise de Gois, et puis Guillaume Rivalan, et vos appels 0826 300 300. Richard Fremder, beaucoup de choses vont changer forcément si le pire devait arriver. Par exemple, God Save the Queen deviendrait God Save the King. Redeviendrait God Save the King, effectivement, que nous n'avons jamais, a priori, jamais connu. Nous, non. Effectivement, ce qui est amusant ce soir, c'est difficile de s'amuser de ça, mais cet hymne anglais connu évidemment dans le monde entier, je parlais de Louis XIV tout à l'heure, mais ça vient lui aussi. Bien sûr, oui, merci Lully. Oui, effectivement. C'est Louis XIV suite à une maladie qui, pour une fois qu'il a été guéri, qu'on ne nommera pas, hein, c'est pas le moment. Absolument, sur le postérieur, on va dire, très très gentiment. Pour remercier et pour remercier Dieu, etc. On lui fait cette musique tellement belle que Heindel dit mais c'est formidable et voilà comment est né le God Save the King. Est-ce que ça veut dire, pardon, je voulais revenir sur les timbres, enfin les passeports, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout va changer. C'est incroyable. Et pareil dans tous les pays du Commonwealth. C'est ça, c'est une industrie. L'impact est tellement énorme. On change tout. On change tout. Et ça, je pense qu'à partir du moment où ça pourrait arriver, de fait, un jour ça arrivera. De toute façon, c'est immuable, mais ça va être
vraiment un événement digne d'un tsunami, quoi, qui va. Et c'est paradoxal parce qu'en même temps, on pourrait définir la royauté, où qu'elle soit, comme le parfait exemple d'une continuité. C'est tout à fait intéressant. Mais je voudrais vous poser une question, les vraies voix. Il y a des velléités. C'est quand même la reine d'Angleterre. Vous l'avez justement dit, Richard Fremder, qui est non pas reine d'Angleterre, mais reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et je crois et d'Irlande du Nord. Question. Il y a des velléités indépendantistes, notamment en Écosse. Est-ce que la disparition de la reine d'Angleterre, qui est quand même le ciment du Royaume-Uni, pourrait faire basculer certaines régions comme l'Écosse vers l'indépendance? Alors, l'Écosse et l'Angleterre, c'est 1000 ans d'histoire, de combats, de détestation. D'ailleurs, il suffit d'écouter les paroles de Outlaws of Scotland, où écrit England. Mais en même temps, le Balmoral, c'est le préféré de la reine. Donc, c'est l'amour de l'Écosse de la reine est sans limite. Non, donc... je pense. Je crois pas, parce que malgré tout, ils sont, tout en étant à l'intérieur, ils sont à l'extérieur, ils ont un statut particulier, l'Écosse. Donc non, je crois pas. Je suis d'accord avec vous. Même si la première ministre écossaise est quelqu'un d'absolument extraordinaire sur le plan politique, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est bien, ce qui va être à noter, c'est la façon dont la famille royale va, comment dirais-je, évoluer. Moi, vous allez dire que c'est peut-être un détail, mais je suis très frappé que tous les enfants soient là et que Meghan Merkel, qui est la duchesse de Sussex, ne soit pas à Balmoral. Est-ce qu'elle y est sur décision est-ce qu'elle n'y est pas sur décision de la famille royale ou sur sa propre décision à elle? Je n'en sais absolument rien, mais tout ça, ça compte quand même énormément. Il y a quelque chose quand même qu'on va observer, parce que bien sûr c'est la reine, mais c'est toute, comment dirais-je, l'histoire de cette famille qui est extraordinaire. Elle a quand même un oncle qui démissionne. Enfin, tout est fou, mais tout est fou dans l'histoire de. C'est une série. Pas que Meghan ne soit pas venue de son propre chef, c'est évident. Ouais, vous croyez, Philippe? Donc ils ont poursuivi une logique d'exclusion jusqu'au bout, et la reine l'a souhaité, c'est évident. Il y a une personnalité dont on ne parle pas du tout, c'est Liz Truss, la première ministre. J'allais vous le dire parce qui vient d'arriver, et là elle arrive dans un moment qui est terrible. Et ce qui est absolument dingue, juste un aparté, et on le rappelait l'autre jour, elle va présenter ses devoirs à la reine à Balmoral pour la première fois et pas à Buckingham, et c'est là qu'on réalise quand même à quel point, on voit les photos, à quel point il y a quelque chose qui s'est abîmé chez Elisabeth II physiquement. Elle est plus chétive. C'est peut-être la seule personne du gouvernement c'est la dernière personne qui l'a vu. J'allais vous le dire, et ce qui est paradoxal, que Liz Truss fait partie des rares, en tout cas, personnalités politiques qui, dans sa jeunesse, a commencé son combat contre la royauté. Donc c'est assez, voilà, c'est un clin d'œil du destin. J'imagine qu'elle avait oublié son temps de jeunesse quand elle a rencontré Elisabeth, parce que tous les gens qui ont rencontré Elisabeth, moi j'en connais un certain nombre, vraiment au contact de cette femme sont quand même bouche bée. Voilà. En même temps, il est évident que pour cette première ministre, peut-être que le fait de gouverner sans avoir cette figure admirable et tutélaire au-dessus d'elle, quelles que soient les qualités de Charles, de Charles III, paraît-il, peut-être, ou de changera peut-être la donne. C'est vrai, il a raison, Philippe. Je suis assez d'accord avec vous. Peut-être que ça va la libérer. Peut-être que Guillaume, justement. Moi, j'avais envie de faire une anecdote pour détendre aussi un petit peu la tension du plateau. Si on prend ça du côté français, on se dit aussi qu'il y a une question de karma pour le président Macron dans cette affaire. Pourquoi ? Parce que quand il a fini le grand débat national, il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et là, il débute son CNR, qui est quand même la saison 2 du grand débat national, et la reine est malheureusement en train de décéder. Et finalement, pour lui, on se dit qu'il y a quand même une question de karma. Dès qu'il finit une concertation ou qu'il en débute une autre, il se passe toujours quelque chose. C'est marrant d'arriver à raccrocher Macron à cette histoire. Il n'y a absolument rien à voir. Tu voulais détendre, alors là on va détendre. Quel rapport avec la choucroute, Macron et la reine? Non, sérieux. Sérieux. Il a jamais d'ailleurs marqué sa passion pour Elisabeth de Emmanuel Macron. Bon, allez, on s'arrête aussi au standard. Le point commun, c'est que Elisabeth elle est tombée amoureuse de Philippe alors qu'elle était beaucoup plus jeune
que son mari. Elle avait 13 ans, lui en avait 15, ils sont mariés à 21. Oui, sûr, mais il n'y avait pas 27 ans d'écart, je vous rappelle, mais c'est pas le souci. Elle était extrêmement moderne. Les macronistes sont extraordinaires. Dans du spécial sur Elisabeth, il arrive à nous fourguer Emmanuel Macron. Elle était extrêmement moderne. S'il vous plaît. Allez, on vous entend plus. 0826 300 300. Lucas qui est avec nous, qui nous appelle de Versailles. Bonjour Lucas. Bonjour Lucas. Oui, bonjour. Bienvenue, vous vouliez témoigner, Lucas? Oui, parce qu'en fait, justement, je pensais à Michel Onfray qui n'arrête pas de dire que donc c'est la fin de l'Occident et une page se tourne de l'histoire de l'Occident. Et je pense que historiquement, en fait, on va retenir la date de la mort de la reine d'Angleterre comme étant la date de la bascule et la fin de la civilisation occidentale comme maître du monde. Et je suis assez ému justement par cette disparition proche de cette grande dame qui a été une indemnisation toute sa vie pour son peuple. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit son fils ou son petit-fils ait la même stature et la même carrure pour assurer la dynastie royale d'Angleterre. Philippe David. Je voulais faire réagir. Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'on est peut-être un peu dur avec le prince Charles? Parce que comme dirait un proverbe, c'est au pied du mur qu'on juge les bons maçons, comme on dit dans le bâtiment, et que quelque part, peut-être que Charles peut être un très grand monarque. Mais surtout que la reine, elle est jugée après 70 ans d'exercice. On n'a jamais dit le contraire. C'est vrai. Non, mais justement, je vais poser la question à Lucas. Est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec lui? Pourquoi ne serait-il pas bon? Mais ça vient pas contre ce que vient de nous dire l'auditeur. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. C'est vraiment un changement d'époque. C'est un vrai changement d'époque qu'on est en train de vivre quand même là. Et que effectivement, alors il fait référence à Michel Onfray, mais c'est vrai que le monde est en train de changer malgré tout, globalement. Justement, Philippe Bilger, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'arrivée de Meghan, en matière de communication, les choses, on est un peu plus dans la modernité, des choses que la reine a laissé faire, puisque elle peut pas aller contre cette modernité. Est-ce que il va pas y avoir justement un basculement dans cette modernité? Oui, mais paradoxalement, Cécile, moi j'ai vécu les dernières années où la royauté, d'une certaine manière, et elle-même ont été bousculées comme le signe le plus probant de la qualité de la reine. Ouais. Je veux dire, peut-être suis-je partial. Vous savez que je ne raffolais pas de Diana, mais j'ai senti à quel point cette reine était capable de résister à des défis d'une modernité vulgaire, médiatique notamment. Et donc je crois que, paradoxalement, ce qui va se passer avec Charles III ou l'autre nom qu'il prendrait, je pense qu'il y aura certainement une forme d'apaisement. Oui, notamment sur les défis modernes, il faut rappeler quand même que la reine n'a jamais donné d'interview. Ça, c'est quand même extraordinaire. Dans un monde hyper connecté, hyper informé, c'est qu'elle a toujours refusé. Je peux citer 10 noms de grands écrivains, des écrivains immenses, qui voulaient vraiment recueillir les confidences de la reine. Et la réalité, c'est qu'elle a toujours résister à cela, mais en même temps, la messe de mariage de Harry et de Meghan, c'est un modèle, je trouve, c'est un modèle parfait de tradition et de modernité. Mais est-ce que la reine avait besoin de parler, de faire de la communication? Est-ce que sa présence dans certains événements, dans certains endroits, lorsqu'elle a souhaité ses vœux aux Anglais, avec les photos, est-ce que ça, c'est pas de la communication? Mais vous avez raison, Cécile, en réalité, elle était communication. C'est ça. Oui, mais je pense que tout autour de cette table, combien on aurait donné pour pouvoir faire l'interview de la reine? Pour savoir, mais enfin, on se damnerait pour savoir, mais qu'est-ce qu'elle pense, comment elle a réagi, comment était Churchill, comment elle a réagi avec l'apartheid, comment est-ce qu'elle a réagi avec la mort de Bobby Sands, par exemple. Sauf qu'elle n'aurait jamais parlé libre. Non, mais vous voyez, ça c'est un vrai sujet, parce qu'on a l'impression qu'on raconte une histoire de prince de conte charmant, mais ce qu'elle a vécu, elle a vécu des drames monstrueux. Justement, Richard. Mais si on osait un bon mot, on dirait la reine n'est pas un sujet. Joli. Pas mal. Est-ce qu'on va apprendre des choses? Est-ce que finalement des livres vont s'ouvrir? Oui. Des langues se délier? Qui se sont tus jusqu'à présent par respect pour la reine? Bien entendu, des domestiques vont devenir millionnaires, ça c'est évident. Il y en a qui vont quitter mais ça c'est évident. Déjà d'ailleurs, The Crown, c'est tiré d'un livre, donc déjà ça commence à circuler. La famille aime pas trop, même
si on sait qu'ils ont regardé, mais bon voilà, donc oui, ça va filtrer, il va y avoir des choses, mais malgré tout, le mythe va rester. On les connaît tous ces grands personnages dont on connaît quasiment maintenant l'intégralité de la vie privée, les mythes restent. Et c'est ça qui est important. Mais justement, elle a croisé énormément de premiers ministres britanniques. Certains ont été des personnages. Alors Churchill, c'était au début et pas très longtemps. Il y a eu Thatcher, par exemple, qui a été une première ministre, la dame de fer, hein. Ça ne s'invente pas. Est-ce qu'elle a eu des relations, a priori c'était assez compliqué avec Thatcher, plus courtoises avec certains, même carrément peut-être presque amicales, alors qu'elles étaient très tendues avec d'autres? Ça pouvait être presque paternaliste avec Churchill. Amical, je crois pas, parce qu'elle ne pouvait pas. Il était hors de question. Une relation plus décontractée, je dirais. Elle a dîné, je crois qu'on sait qu'elle a dîné plusieurs fois, quasiment en privé, avec certains premiers ministres, mais pas avec tous. Beaucoup, elle les portait pas dans son cœur. Tony Blair, elle l'aimait beaucoup. Voilà. Margaret Thatcher, on sait qu'elle l'aimait pas, elle ne s'est fait, elle se détestait assez cordialement, parce qu'elles avaient deux visions. C'est par neutralité, par choix, neutralité, beaucoup, mais elle ne peut pas. La monarchie britannique est faite comme ça, elle n'a pas à s'impliquer dans la vie politique du pays. Par contre, en diplomatie, etc., oui, elle a beaucoup de rôles à jouer. Et à votre avis, dans la mesure où elle a été naturellement et légitimement sublimée de son vivant, est-ce que vous pensez qu'elle sera victime de ce qui existe aujourd'hui, au bout de quelques années, une démythification? Il y aura une légende noire, comme on a eu avec Napoléon, comme il y en a... Mais... malgré tout, d'abord c'est une femme, et que peut-être on touchera moins à une femme qu'à un homme, ça c'est possible, surtout aujourd'hui où les temps changent. Faut pas oublier que son premier acte politique, c'est de garder le nom Élisabeth. C'est pas neutre de s'appeler Élisabeth II parce qu'elle fait référence à Élisabeth Ier, la plus grande reine, peut-être la plus grande. Ouais, moi personnellement, je pense moi aussi plus que Victoria, bien sûr. Voilà, on est d'accord. C'est la plus grande des reines d'Angleterre et peut-être même le plus grand souverain d'Angleterre, assurément. Donc c'est pas neutre, c'est la reine du changement, etc. Donc ça, oui, il y aura une légende noire, bien sûr, qu'on va lui chercher des noises. Mais... Restez avec nous, on revient dans un instant. Dans un instant, on dira, vous savez quoi, à Toulouse, puisque bien sûr, il y a beaucoup d'Anglais en France. Et il y a beaucoup d'Anglais qui sont commerçants. Et on en parlera en tout cas jusqu'à 19h. Vous pouvez toujours nous appeler 0826 300 300 dans ce moment très particulier que nous vivons tous à l'unisson. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix, c'est Sud Radio. Et merci de votre fidélité. À tout de suite. Oui, ma chère Cécile, mais c'est une chanson qui a une histoire. Ouais, c'était au mois de juin, c'était à l'occasion du concert du jubilé de la reine. Queen et Adam Lambert ont chanté I Will Rock You, donc en hommage et en honneur à la reine. Voilà, on voulait vous en parler. En tout cas, voilà, c'est fait. Avec nous, Philippe Bilger pour en parler, bien entendu, jusqu'à 19h. Aussi avec nous, Guillaume Rivalan, Françoise Degois et Richard Fremder. Et vos appels, oui, très ému, 0826 300 300. Et on va vous emmener directement à Toulouse, puisqu'il y a des Anglais, voilà, qui sont commerçants et à qui on a envie de donner la parole. Bonjour, Jeffrey Wood. Alfred Wood. Je suis Jeffrey et je suis aussi Alfred. Alors on a tous les deux raison. Vous êtes centriste. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train de regarder le BBC et c'est marqué Her Majesty the Queen, la santé, Joe Biden, etc., etc. Tout le monde. Je pense que l'état de santé que notre reine, qui a 96 ans, est inquiétant. Le fait que les 4 enfants et aussi les petits-enfants entourent. C'est comme vous connaissez ce vieux blague juif, c'est-à-dire Abraham qui a un magasin de prêt-à-porter. Il est dans son
lit de mort, il a dit est-ce que tout le monde est là? Rachel, elle est là, Sarah, elle est là, Benjamin, il est là, mais qui s'occupe du magasin? Apparemment, c'est Charles qui s'occupe du magasin. Et il sera un excellent roi. Je sais qu'il n'est pas populaire en France. Je sais que depuis le mort de Diana, beaucoup de gens... Excusez-moi, je suis en train de regarder la BBC avec... mais Charles est un type très cultivé. Il est excellent. Et puis, on connaît qu'après Charles, ça sera William. Et après William, ça sera George. C'est-à-dire, on est en sécurité pour quoi? Un siècle. Justement, je ne sais pas si faut vous appeler Jeffrey ou Alfred finalement. Est-ce qu'il y a une très grosse communauté anglaise, enfin britannique à Toulouse, notamment avec tous les Anglais qui travaillent chez Airbus et les sous-traitants? Dans quel état d'esprit sont les Anglais de Toulouse aujourd'hui? Écoutez, je ne suis pas la porte-parole pour les gens ici. C'est vrai que depuis 50 ans, je suis plus ou moins un citoyen de Toulouse, mais je ne trouve pas quelqu'un qui n'aime pas la reine. Dans un monde qui est de plus en plus incertain, elle est là. Regardez, elle est là. Moi, je suis né en 49. Elle est devenue reine en 52 après la mort de son père George VI. Et la première visite qu'elle a faite, c'était où? C'était à Paris. À la France, bien sûr. Si je ne me trompe pas. Absolument. C'était ce branleur Mendes France. Oui. Absolument. Et je dis ça avec respect. Merci. Quel regard justement quand vous parlez de la reine d'Angleterre avec les Français à côté de chez vous, est-ce qu'il y a une unité nationale ou internationale comme il y a aujourd'hui? Est-ce que finalement tout le monde a cette émotion, ce respect de cette icône, parce qu'aujourd'hui on parle dans le monde entier d'une icône en fait? Je pense que le problème, c'est qu'elle était toujours là. Elle est là depuis plus de 70 ans. J'avais les gens qui me disent mais est-ce qu'elle est le monarque qui est... Louis XIV, il est devenu roi à l'âge de 5 ans. Et il est mort à 77 ans. C'est-à-dire, il va dépasser la reine, mais entre 5 et 16 ans, il était... c'est pas lui qui dirigeait le pays. Non, c'est pas lui qui dirigeait le pays. Non, la reine... 90% de la population, la reine est là, elle est la stabilité, c'est la grand-mère, c'est toutes ces choses. Combien de 15 premiers ministres, 13 présidents, etc., etc. Non, c'est énorme. Mais personne... tout le monde va mourir un jour ou l'autre. Oui, je vous confirme. C'est ça. Geoffrey, et les gens, souvent, je regarde ici sur la BBC, Palace. Juste une petite question de Françoise Degois. Geoffrey, c'est très intéressant ce que vous dites sur Charles, parce que j'aimerais avoir votre point de vue. Pourquoi vous dites, parce que le grand questionnement, c'est comment est-ce qu'on succède à une icône, comment on succède à une personnalité si puissante, qui fait l'unanimité. C'est exactement chouette votre phrase. Je ne connais personne qui n'aime pas la reine, ou qui, et qui, même en France, je veux dire, c'est quand même cette unanimité. Qu'est-ce qui vous fait dire que Charles va bien faire le job? Il y a plusieurs. D'abord, c'est pas 100% de la population qui sont royalistes. Il y a peut-être 20% qui sont républicains. Il faut l'admirer. Mais regardez en Australie, où la reine est le chef d'État. Ils ont demandé 3 fois, et les Australiennes, les Nouvelles-Zélandais, les Canadiennes a dit je préfère la reine. Bien sûr. Mais Charles, le problème, tout le monde a vu sur Netflix
The Crown. Et malheureusement, le pauvre Charles est mis dans un... qu'est-ce qu'on peut dire? C'était pas très généreux. Oui, il est un petit peu malmené. Philippe Bilger, peut-être émotion, ce que l'heure passe justement sur tout ce qu'on a dit. Je l'ai dit tout à l'heure, ma chère Cécile, il y a peu d'êtres dont la disparition va me toucher davantage. Et en général, je ne suis pas sensible à l'émotion médiatique, historique, mais là, véritablement, c'est quelqu'un que j'admire et j'utilise l'adverbe à dessein. Absolument. Quand Richard Fremder, quand certains disent qu'on a l'impression qu'elle est de notre famille, que c'est notre grand-mère, arrière-grand-mère, c'est presque ça finalement. C'est vrai. Oui, on a tous vécu avec, donc forcément. Et on a tous connu qu'elle. On a tous connu qu'elle. Voilà, monsieur disait, il avait 3 ans quand elle est devenue reine. Bon, à 3 ans, on n'a pas de souvenir. Moi, mes propres parents sont nés au moment où elle est devenue reine, donc. On a tous vécu avec, oui, c'est notre grand-mère, on perd notre pilier quelque part. On a une seconde Françoise et une seconde Guillaume. Guillaume, peut-être un petit mot. Une icône, y compris de choses comme la mode. Oui. C'est quelqu'un qui a marqué par ses tenues magnifiques, ses chapeaux incroyables et qui renforce justement une magnifique image de la femme de pouvoir qu'il a assumée pleinement jusqu'au bout et parfois, comme le rappelait Françoise tout à l'heure, avec beaucoup d'humour. Et ça, c'est bien de le rappeler. Un dernier mot, Françoise. L'humour, l'humanité, et si je dois retenir une image, cette femme avec ses chevaux, c'est la passion de cette femme qui monte encore à cheval, qui montait encore l'an dernier. Ça me fascine, je l'aime. Et je lui dis courage parce que tout n'est pas cuit, peut-être. Voilà, merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Philippe Bilger, merci Richard Fremder, merci beaucoup Guillaume Rivalan et merci beaucoup Françoise Degois. Merci. Bien entendu dans un instant on va parler d'automobile. Voilà, c'est la France qui roule avec Mobility TV. On va vous parler vous savez, vous prenez la voiture tout seul ou vous prenez des gens avec vous? Ça m'est déjà arrivé de faire du covoiturage pas mal de fois, ma chère Cécile. J'ai rencontré des gens géniaux en plus. Le mot à la mode en ce moment, c'est covoiturage. On en parle dans un instant. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h.